Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les publications d'entreprises avec un des poids lourds du CAC 40, Total, qui a publié ses résultats trimestriels et annuels ce matin. Des résultats, alors évidemment, en forte baisse au terme d'une année pandémique, ça ne surprendra personne, mais des résultats qui sont quand même plus solides que ce que le marché attendait, notamment en termes de génération de cash flow à près de 5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, un cash flow qui permet à Total de couvrir et ses investissements et le dividende qui aura été maintenu encore une fois à travers toute cette crise. Total qui semble s'imposer comme un des meilleurs élèves de la classe ou du secteur pétrolier, avec une logique d'investissement dans les énergies renouvelables qui a été encore réaffirmée aujourd'hui par le management Patrick Pouyanné, puisqu'il propose que Total devienne demain Total Énergie, un énergéticien au sens large du terme et non plus seulement un pétrolier. Et dans les faits, Total continue la montée en puissance de ses investissements dans l'énergie renouvelable et l'électricité, puisque sur les 12 milliards de dollars d'investissement net prévus cette année, Total prévoit de dépenser près de 2,5 milliards de dollars pour l'investissement dans les énergies renouvelables et l'électricité. Le titre Total gagne autour de 1% à la mi-journée sur le marché parisien, un marché parisien qui ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. À propos d'énergie renouvelable, parlons évidemment du dossier HRS. Le thème, c'est l'hydrogène. HRS est un spécialiste des stations de ravitaillement hydrogène en France, en Europe et peut-être demain également aux États-Unis. C'est la première cotation aujourd'hui d'HRS et le titre s'envole de 30% sur le marché d'Euronext Growth. Enfin, notez un titre à l'inverse qui est suspendu de cotation, c'est le titre Natixis qui a demandé la suspension de cotation au marché d'Euronext dans l'attente d'une communication. L'agence Bloomberg rapportait hier que BPCE, la maison mère de Natixis, envisageait un retrait de la cote en rachetant les 30% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore. Natixis qui publiera ses résultats annuels ce jeudi matin à la Bourse de Paris. Des indices boursiers en Europe qui marquent le pas après un rallye de plusieurs jours qui ont ramené le CAC à plus de 5700 points hier en séance. Le résumé complet à mi-parcours de cette journée de bourse depuis la salle de marché de Bourse Direct, c'est avec Nicolas Pagnès. Le CAC 40 marque une pause à la mi-journée après avoir ouvert dans le vert ce matin. La séance d'aujourd'hui qui est centrée sur les résultats d'entreprise après la progression du CAC 40 hier qui a porté l'indice parisien juste en dessous des 5700 points. Les indices américains ont eux inscrit de nouveaux sommets hier soir portés par l'espoir d'un plan de relance qui viendrait à se concrétiser bientôt. Sur ce sujet, la commission des voix et moyens de la Chambre des représentants a adopté hier un texte proposant de limiter le versement des chèques de 1400 $ aux Américains dont le revenu n'excède pas 75 000 $ par an pour une personne seule et 150 000 $ par an pour un couple marié. En zone euro à présent, on notera que l'excédent commercial allemand recule de 20% sur l'ensemble de l'année 2020. Dans le détail, les exportations allemandes ont reculé de 9,3% à 1204 milliards d'euros, là où les importations reculent également de 7,1% de leur côté pour un montant total de 1025 milliards d'euros. La balance commerciale ressort donc à 179 milliards d'euros. Et Europe toujours, Mario Draghi continue ses négociations avec les différents partis pour tenter de former une coalition en Italie. Ce dernier a d'ailleurs reçu hier le soutien de Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue du Nord, parti d'extrême droite italienne. Côté valeur, à présent à suivre à la Bourse de Paris, Total fait état d'une perte nette de 7,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la chute de la demande mondiale, mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole. Le groupe qui réalisait un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 voit ainsi son bénéfice net ajusté chuter de 66% à 4,06 milliards de dollars. Il faut dire que le groupe avait déjà pris la décision en juillet dernier de déprécier pour un peu plus de 8 milliards de dollars d'actifs concernant majoritairement des sables bitumineux au Canada. Le groupe qui affiche donc un bénéfice par action de 0,46 $, soit un bénéfice par action légèrement plus
plus élevé que les 0,43 dollars anticipés, ce qui rassure les investisseurs, d'autant plus que le groupe qui en profite pour annoncer vouloir s'appeler à présent Total Energy pour mieux refléter sa transition énergétique versera tout de même un dividende de 66 centimes par action. Le titre Total qui progresse d'un peu plus de 1% à la mi-journée à la Bourse de Paris. Natixis demande de son côté la suspension de la cotation de son titre dans l'attente de nouvelles informations de la part de l'entreprise. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour déposer une offre formelle du rachat du solde d'environ de 30% du capital qu'il ne détient pas encore selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter cette offre cette semaine où Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi très exactement. Une rumeur qui est étayée par le fait que Natixis avait démenti tout retrait de la cote en juillet dernier, mais que l'engagement pris à l'époque n'était valable que 6 mois selon les règles fixées par l'AMF et prenait donc fin en janvier. Score annonce de son côté une progression de ses primes de réassurance à l'occasion du renouvellement annuel de ses contrats au mois de janvier. Celles-ci ont augmenté de 15,9% sur un an à taux de change constant à 3,45 milliards d'euros, grâce notamment à une hausse tarifaire de près de 8%. Et valeur toujours, on notera que HRS s'envole pour son premier jour de cotation. La société spécialisée dans l'hydrogène avait déjà dû clôturer son IPO en avance face à la très forte demande. Ce matin, l'action gagnait 38% à 35 € pour ses premières minutes de cotation avant de redescendre aux alentours de 32 €. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole, dont le baril de Brent se dirige vers les 61 $. L'once d'or, elle, se rapproche des 1850 $. Et sur le marché des changes, on notera que l'euro-dollar est à la mi-journée au-dessus des 1,21 $ pour 1 €. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et le thème dont on discute à présent dans Smart Bourse à la mi-journée, c'est le thème de la reflation et le thème budgétaire américain. Laetitia Baldeschi est avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, le risque d'en faire beaucoup trop, c'est le risque qui est mis sur la table par quelques économistes de renom qui alimentent le débat financier, le débat économique en ce moment. Olivier Blanchard, Larry Summers estiment que oui, s'il y avait un risque à en faire trop peu, il y a également un risque en face d'en faire beaucoup trop sur le front de la stimulation budgétaire aux États-Unis. C'est le point qui est soulevé par ces deux économistes, alors que le marché, Laetitia, est en train d'essayer de jauger la perspective d'inflation qu'on peut avoir à travers le rebond de l'économie américaine. Comment vous regardez ce sujet budgétaire aux États-Unis aujourd'hui, Laetitia ? Effectivement, Grégoire, il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui, surtout quand on regarde les masses en jeu. On parle de donc ce nouveau projet de soutien budgétaire, 1 900 milliards $, c'est quand même 9 points de PIB. Ça viendra s'ajouter aux 600 milliards votés, 900 milliards votés il y a quelques semaines seulement. Et donc on se retrouve avec un impact budgétaire assez fort qui va soutenir l'économie américaine. Et c'est vrai qu'il y a une concomitance entre cette discussion budgétaire, une relative amélioration de la situation sanitaire que l'on voit à peu près partout dans le monde, la progression de la vaccination. Donc tout ceci, des enquêtes de conjoncture plutôt assez bonnes aux États-Unis. Et donc tout ceci vient alimenter la discussion sur le fait que est-ce finalement autant nécessaire que cela de stimuler cette économie américaine à ce moment-là de la reprise, de la dynamique de reprise. Pour autant, il nous semble qu'il y a quand même beaucoup d'éléments encore d'incertitude dans cette dynamique de reprise américaine, et c'est notamment le comportement des ménages. Il faut bien voir que s'il n'y a pas ce plan budgétaire, la plupart des allocations, des aides aux chômeurs prennent fin courant mars, et donc il y aurait une baisse de revenus non négligeable, notamment pour les plus bas revenus, donc les personnes qui ont perdu leur emploi, qui travaillaient dans des emplois peu qualifiés. Donc tout ceci aurait un impact très négatif sur la consommation et donc sur la croissance américaine. Donc je crois qu'il faut faire attention. Il y a besoin d'un stimulus, notamment pour accompagner la reprise du marché du travail. N'oublions pas qu'il y a toujours
9,9 millions de chômeurs aux États-Unis. Donc c'est quand même un poids et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Certains rappellent qu'il faut encore plus soutenir l'emploi que se préoccuper aujourd'hui de l'inflation. Et puis on sait, quand on regarde les années récentes, ce qui s'est passé depuis la grande crise, l'évolution de l'inflation, notamment par exemple au Japon, qu'il est finalement un peu plus facile de lutter contre un peu trop d'inflation que passer d'inflation. Remettre de l'inflation, c'est toujours beaucoup plus compliqué, on le voit bien. Donc, on est sur cet arbitrage actuellement, mais il est un petit peu normal qu'il y ait des déclarations de cet ordre, compte tenu, comme je le disais, de l'ampleur des enveloppes budgétaires annoncées. Ouais, il faut le rappeler, c'est le point qui est souligné par Olivier Blanchard, c'est-à-dire que au cours de la crise de 2008, les États-Unis avaient compensé avec le budgétaire, on va dire, la moitié de la perte de richesse, la moitié de l'output gap, la moitié de la perte de production par rapport au rythme de croissance normal. Là, Olivier Blanchard estime que les États-Unis sont prêts à compenser 3 fois la perte de richesse. Et c'est vrai que la situation devient très différente quand on regarde les choses avec ces grandes masses en tête, Laetitia. Je comprends qu'il y a peut-être aussi différents horizons de temps, c'est-à-dire que dans l'immédiat, le risque d'inflation semble assez limité. Est-ce qu'à terme, il y a un risque non plus de surchauffe, mais d'allumer le feu, comme le dit Olivier Blanchard? Si c'est une surchauffe gentille qui permet d'avoir un peu plus d'inflation, de gérer peut-être l'endettement des États, tout le monde est très confortable avec cette idée, mais on sait que c'est un processus qui n'est pas forcément linéaire. Est-ce que c'est un risque qui pourrait d'ailleurs peut-être se matérialiser par une volatilité de marché, une volatilité obligataire plus importante que ce qu'on connaît aujourd'hui? Effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème d'horizon, comme vous le signaliez. Aujourd'hui, on parle de volatilité des prix, sur les prix. On le voit bien, on a beaucoup de bruit sur l'inflation. Il y a eu pas mal de mesures qui ont fait que l'inflation était très basse, et puis c'était cohérent avec la récession mondiale. Donc une inflation très basse l'an dernier. Un effet de base favorable va faire toute petite hausse de prix sur certains secteurs va se traduire dans les taux d'inflation un peu partout. Donc on va avoir une réaccélération des prix dans les prochains mois. Pour autant, est-ce qu'il y a un vrai événement inflationniste, si je peux m'exprimer comme ceci? Pour moi, effectivement, il y a un événement inflationniste si vous avez une accélération de la demande et qu'en face, les entreprises ne peuvent pas répondre par leur offre et répondre à cette accélération de la demande. Pour le moment, on n'en est pas là. On a effectivement des sources de demande potentielle à se développer dans les prochains mois. On pense notamment à l'accumulation d'épargne qui a été considérable sur l'année 2020, mais encore faut-il que cette épargne se traduise en consommation. Or, on le sait, l'épargne, plus de 1500 milliards disponibles aux États-Unis en surplus de ce que l'on avait pu observer les années précédentes, elle est surtout détenue par des ménages aisés. Donc ce ne sont pas ceux qui ont la propension marginale la plus forte à consommer, et donc ceci risque de se traduire plutôt par des réallocations de portefeuille vers des actifs risqués, soit dit en passant. Donc on aura une inflation, mais aussi des actifs risqués peut-être dans les prochains mois. Mais en l'occurrence, voilà, il faut faire attention. On a un processus de redémarrage. Comme je le disais, il ne faut pas cette situation du marché de l'emploi qui est encore loin d'être normalisée. Donc même s'il y a beaucoup de stimuli aujourd'hui, on en a besoin aussi. Et on se rappelle, effectivement, Larry Summers dans sa tribune au Washington Post ce week-end rappelait l'importance du stimulus de 2021 par rapport à celui de 2009, mais peut-être qu'en 2009, justement, on n'en avait pas fait assez. Quand on a vu derrière la lenteur notamment du redémarrage de l'investissement des entreprises, qui est la croissance potentielle de demain, eh bien on peut s'interroger. Donc peut-être mieux vaut-il qu'il est plus judicieux d'en faire. En faire trop que pas assez. On en revient là. On en revient là. Et puis, comme disait Madame Yellen, et elle connaît bien la question, ou Monsieur Krugman, eh bien la Fed est là. La Fed pourra réagir et prendre des mesures pour limiter l'accélération de l'inflation si d'aventure celle-ci accélérait au-delà de ce qui est tolérable par la Banque centrale.
Avant peut-être de reparler d'un scénario très inflationniste, si on reste dans l'idée d'une reflation, Laetitia, et qu'on prend comme mesure peut-être les taux longs américains, on a vu 1,20 je crois sur le 10 ans américain. Est-ce que c'est déjà un niveau correct par rapport à l'état de l'économie ou de ce que les marchés peuvent projeter sur l'économie américaine? Est-ce qu'on peut envisager des niveaux beaucoup plus élevés encore? Bien, écoutez, nous, c'est vrai que dans un scénario de reprise graduelle, nous étions plutôt à la hausse des taux longs américains. On envisageait un 25 pour la fin du mois pour le mois de fin mars, début avril, dans nos scénarios, dans le cadre de nos scénarios à 3 mois. Donc, vous voyez, on est sur cette tendance de lente reflation, de normalisation, si on peut dire, des taux longs américains. Effectivement, vous connaissez la réactivité comme moi des investisseurs de marché, il y aura peut-être des surréactions à court terme, mais pour autant il ne nous semble pas qu'il y ait possiblement un vrai sell-off sur le marché obligataire, et en tout cas les banques centrales feraient tout pour l'éviter, tant que, comme je le disais, la situation n'est pas normalisée, notamment sur le marché de l'emploi. Bon, on verra comment le marché réagit au prix de l'inflation aux États-Unis qui seront publiés demain à 14h30 pour le mois de janvier. Le CPI, l'indice des prix à la consommation, avec l'inflation sous-jacente également qui sera communiqué. Donc demain en début d'après-midi, on avait déjà eu un chiffre d'inflation spectaculaire pour la zone euro. Je rappelle que l'inflation pure sous-jacente en zone euro a rebondi de manière historique d'un mois sur l'autre pour s'établir sur un an en janvier à 1,4%, le chiffre le plus haut depuis 2015. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. C'est parfait pour introduire Jean-Jacques Ohana, puisqu'on parle de surchauffe. Alors, y a-t-il un risque de surchauffe pour l'économie américaine? Y a-t-il avant cela un risque de surchauffe sur les marchés? C'est plutôt le sujet qu'on va aborder avec vous, Jean-Jacques. Bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur des investissements d'Oma Capital. Tesla place 1,5 milliard de dollars de trésorerie dans le Bitcoin et annonce que le groupe acceptera le Bitcoin comme moyen de paiement prochainement. Vous dites, on a là la jonction des deux bulles, Tesla et le Bitcoin étant pour vous les emblèmes des exubérances de marché qu'on peut constater depuis quelques temps. Absolument, et cela ne veut pas forcément dire qu'elles vont imploser demain. Mais aujourd'hui, on a finalement des marchés qui sont extrêmement exubérants, qui traduisent un comportement spéculatif excessif. Un appétit boursier démesuré, on l'a vu avec les petites capitalisations boursières. Je rappelle que par exemple sur le Russell 2000 aux États-Unis, donc c'est quand même les pattes toutes petites, on est déjà à plus 13% depuis le début de l'année. Il y a un mois qui s'est à peine écoulé. Et Tesla, c'est l'emblème des grandes capitalisations. Maintenant, c'est la 5e capitalisation boursière américaine. Son cours a été multiplié par 8 l'année dernière. On est à 22% de hausse déjà cette année. Tesla, c'est un producteur d'automobiles. Enfin, évidemment, ça peut être beaucoup plus que ça. On savait que c'est l'argument qui est invoqué aujourd'hui pour justifier la valorisation de Tesla, parce qu'on disait que Amazon était seulement un libraire en ligne au début des années 2000, et maintenant, il est ironique de voir ce qu'Amazon est devenu. Donc, il ne faut pas non plus écarter cette possibilité. Mais aujourd'hui, Tesla produit 500 000 véhicules et capitalise 1000 fois à peu près ses bénéfices, un peu plus je crois, mais bon, peu importe, compte tenu de ces niveaux, c'est à peu près 1000. Et parallèlement, pour donner une comparaison dans le secteur automobile, on a Toyota, qui capitalise 3 fois et demi moins que Tesla, mais qui produit 20 millions de véhicules, donc 20 fois plus. Et même si Tesla devait devenir un acteur majeur dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la production de l'énergie, par exemple, stockage d'énergie, ça pourrait être aussi dans les véhicules autonomes, dans la donnée. Voilà, on pourrait imaginer un tas de domaines où Tesla pourrait émerger comme un acteur majeur. Et donc, on pourrait comparer Tesla à Apple en termes de multiples. Ça serait intéressant. Quelle est en fait la croissance des bénéfices qui serait nécessaire à Tesla pour, à ce cours actuel,
être au multiple d'Apple dans 5 ans, par exemple, ou dans 7 ans. Et bien, en fait, il faudrait que Tesla multiplie à peu près par 30 ses bénéfices actuels pour justifier le niveau de multiple de valorisation d'Apple aujourd'hui, qui est un des acteurs incontournables dont on parlait. Et Apple, aujourd'hui, justifie un multiple de valorisation boursière autour de 30. Voilà. Ouais. Donc, voilà, vous avez les 1000 de Tesla. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver aux 30 d'Apple ? Il faut multiplier à peu près le bénéfice par 30. Ouais. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Bénéfice qui repose aujourd'hui essentiellement quand même sur la facturation de crédit carbone. Hein, absolument. Ça, la revente de crédit carbone. Il est assez justement ironique pour arriver à la seconde bulle que Tesla ait mobilisé finalement que l'argent corresponde. C'est les 1,5 milliard d'économies carbone pour acheter le Bitcoin, pour investir dans le Bitcoin. Alors, c'est 8% de sa trésorerie. Donc, on pourrait dire que ça reste un investissement relativement modeste par rapport à la totalité. Mais c'est une première pour une société de cette capitalisation. Alors, on a déjà vu des excès avec MicroStrategy qui a fait un investissement très important par rapport à son bilan dans le Bitcoin. Mais là, il s'agit quand même d'une initiative qui est une première. Et on peut dire que, premièrement, ça donne un signal curieux au marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement mieux à faire en termes d'utilisation productive de leur épargne qu'investir dans le Bitcoin. Mais ça fait de nombreuses années que ça dure parce que des sociétés rachetaient leurs titres. Mais là, Tesla préfère investir dans le Bitcoin que racheter ses propres titres si elle n'avait pas besoin de cette manne. Et d'autre part, eh bien, c'est investir dans un actif qui est controversé dans son bilan carbone. Alors, je rappelle quelques données sur le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, c'est une multiplication par 3, 4 maintenant de son cours, puisqu'on est passé de 10 000 en octobre à 40 000 $ aujourd'hui. Oui, peut-être 50 demain, parce qu'on était à 48 000, j'ai vu d'ailleurs. Oui, exactement. Mais c'est voilà, ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est un actif qui est considéré par certains comme une monnaie, mais qui comporte aucune des caractéristiques d'une monnaie. Et ça, c'est important de le signaler, puisque les 3 caractéristiques importantes d'une monnaie sont premièrement l'unité de compte. Donc ça veut dire pouvoir donner des prix dans les marchandises et les services. Alors quand vous avez un actif qui évolue de 10-15% en dollars, en euros tous les jours, c'est pas facile de donner un prix à vos services. Donc c'est pas une unité de compte. La deuxième caractéristique d'une monnaie, c'est un moyen d'échange. Et de ce point de vue-là, le Bitcoin, c'est pas du tout efficace parce que son algorithme de proof of work, du mining en fait, ce qu'on appelle le hashing, en fait, c'est un algorithme qui est peu efficace et qui traite avec un facteur, les transactions avec un facteur de lenteur de 1000 à 5000 fois moins que des transactions traditionnelles. Donc, c'est pas un moyen d'échange efficace. Et puis, la troisième caractéristique, c'est la réserve de valeur. Est-ce que ça marche pour préserver son capital ? Et là-dessus, on a eu des drawdowns déjà dans l'histoire du Bitcoin qui étaient de 80-90%, puisque je rappelle que quand même entre début 2018, où il était à 20 000, jusqu'à mars 2020, c'était le plus haut de la crise financière de l'année dernière, on est passé à 4 000. Donc on est passé de 20 000 à 4 000, donc en division à peu près par 5 du Bitcoin. Sauf que plus on aura d'acteurs corporate qui vont investir une partie de leur trésorerie, et il ne vous aura pas échappé évidemment que si Elon Musk, Tesla, investit une partie de sa trésorerie, c'est aussi pour constituer peut-être un stock de Bitcoin dans la perspective de l'utiliser comme moyen de paiement. Plus on aura ce genre de schéma, plus on lissera la volatilité, plus on en fera peut-être, alors monnaie, je ne sais pas si le terme convient, mais en tout cas un actif qu'on pourra échanger ou qui sera utilisable dans le système de paiement global qu'on connaît aujourd'hui. PayPal a déjà pris l'initiative. Alors ça, c'est le narratif. Avant Tesla. C'est le narratif. C'est le narratif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la volatilité, elle continue à exploser. Et que, par exemple, au mois de janvier, en 15 jours, le Bitcoin, il a perdu 25% de sa valeur. Donc, elle est toujours très élevée. Et puis, récemment, à un moment, quand ce qui pose aussi un problème, quand Elon Musk a mis 10 Bitcoin comme par hasard, le Bitcoin était plutôt autour des 32 000, il était pas loin de la cassure des 30 000, qui est un point technique important. Et donc on voit qu'il a réussi à pumper le cours par cette petite allusion.
qui n'était pas tellement discrète, faut le reconnaître. Non, sur un compte à plusieurs millions ou dizaines de millions de followers, effectivement, ça passe pas inaperçu. Oui. Donc en fait, on voit très bien que le cours est extrêmement volatile et son usage, en réalité, j'allais dire qu'il est limité. En fait, les gens qui l'utilisent vraiment, malheureusement, c'est les gens de l'économie souterraine, c'est les gens qui ont blanchi de l'argent. Je vais m'expliquer là-dessus. En fait, quand vous achetez du Bitcoin ou quand les gens achètent du Bitcoin, c'est un outil spéculatif, c'est pas pour le dépenser. Alors, soit ce qu'on appelle hodl, en fait, parce que c'est un renversement des consonances, c'est hold, en fait. C'est détenir à long terme du Bitcoin dans sa trésorerie, c'est pas pour acheter une Tesla avec. En fait, vous allez acheter vos Tesla, au contraire, dans le narratif, avec vos dollars qui ne valent rien, et vous allez conserver votre actif bien précieusement et donc le garder pour le valoriser. Et donc en réalité, l'or numérique. Voilà, il n'y a pas de transaction. C'est pas une devise qui est transactionnelle. C'est pas un moyen transactionnel le Bitcoin. C'est un moyen spéculatif. Donc ce narratif, en réalité, c'est une imposture. C'est un actif spéculatif qui a une utilité marginale et qui procure un plaisir, certes technologique peut-être, mais un plaisir limité finalement, et qui est un désastre écologique, puisque ça aussi on peut en parler. Ça, il faut le redire, oui. Puisque le fonctionnement du Bitcoin nécessite pour fonctionner à peu près l'empreinte carbone d'un pays tout entier. Alors, le Chili, on m'a dit hier. Alors, le Chili, il y en a qui disent la Nouvelle-Zélande. Un stratégiste disait qu'il avait calculé le coût carbone, on va dire, d'une transaction en Bitcoin. C'est un vol Paris-Moscou. Voilà. Alors, en fait, l'équivalent d'une transaction Bitcoin, c'est 700 000 fois le bilan carbone d'une transaction Visa. Donc on voit bien que ce n'est pas une devise transactionnelle, parce qu'elle prend plusieurs minutes peut-être à être validée. D'ailleurs, hier, les plateformes ont été engorgées de trades, vous ne pouvez même pas traiter. Donc en fait, le fixing sont compliqués. Et c'est une devise, enfin c'est pas une devise justement, c'est un actif uniquement spéculatif. Et dans ce sens-là, à mon avis, ce qui s'est passé hier est intéressant, parce qu'on a la jonction entre deux bulles, les deux bulles massives. La bulle sur les actions, l'emblème de la bulle sur les actions, c'est Tesla. Et la bulle massive en dehors des actions, c'est le Bitcoin, avec des questions sociétales, de régulation juridique qui sont aujourd'hui posées et qui nécessitent une réponse urgente. Ce sont des bulles ou c'est la bulle, Jean-Jacques? Est-ce que tout le marché est en bulle, là? Eh bien, désormais, c'est ça qui est intéressant, c'est comme les pièces de puzzle qu'on est en train d'assembler. On avait des bulles localisées, on avait la bulle Tesla, la bulle de Bitcoin, et puis il y en avait qui pouvaient dire... Elles ne font plus qu'une. Voilà, elles ne font plus qu'une. Désormais, c'est un actif systémique, et de manière ironique, peut-être que les banques centrales seront obligées d'en acheter pour pouvoir éviter une catastrophe. Et c'est la question qui est posée aux banques centrales aujourd'hui, c'est qu'elles doivent agir et répondre de manière très rapide. Et d'ailleurs, il y avait, et c'est pas anodin, hier, un tweet assez long de Victor Constancio, l'ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne. Absolument, et qui s'expliquait là-dessus et qui expliquait l'absurdité du Bitcoin. Mais en fait, on voit très bien que les banquiers centraux sont très en retard par rapport aux monstres qu'elles ont créés elles-mêmes, puisque finalement, elles ont manipulé les actifs en utilisant de la monnaie. Donc aujourd'hui, une question importante leur est posée et elles doivent se prononcer. Et aujourd'hui, elles récoltent ce qu'elles ont semé et elles doivent corriger les excès qu'elles ont créés. Bon, on verra si elles intègrent ou pas dans les programmes d'achat d'actifs le Bitcoin un jour et les crypto-monnaies. En tout cas, quand elles intégreront dans leur programme de rachat d'actifs Tesla, eh bien, elles achèteront du Bitcoin. Ah oui. Aujourd'hui, l'investisseur qui achète du Tesla est exposé au Bitcoin, à la volatilité, à l'empreinte carbone également du Bitcoin généré par les transactions. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, directeur des investissements de Oma Capital, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en direct, évidemment, à 18h sur Bismart.